Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci à tous de participer ou d'assister à ce webinaire dans la série des webinaires que nous organisons depuis le début du confinement. Vous voyez qu'on continue post-confinement sur un sujet qui est d'actualité et que nous avons monté avec l'aide de la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Merci à Cécile, sa directrice, pour avoir collaboré avec nous ce sujet, et surtout à Arnaud Carré, chercheur à l'université qui se présentera, qui travaille justement sur les sujets notamment de gestion du stress, et qui du point de vue, je dirais, académique, mais en tant que sujet de recherche, et qui a suivi l'actualité des publications dans cette période de crise. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une intervention de sa part sur finalement une actualisation de ces sujets par rapport à notre crise, la crise qui vient de dérouler, et surtout la reprise, enfin le fait de retourner au travail. Et évidemment, c'est connecté au bien-être au travail et au stress que peuvent ressentir les salariés. Et puis, quelles sont les clés pour détecter quand les collaborateurs pourraient être en début de souffrance, ou en tout cas détecter les signaux faibles. Merci à tous. Merci Arnaud. Alors, je vais vous donner la parole pour une demi-heure. On va noter les questions qui seront rappelées. Je vais essayer de me connecter, mais qui seront éventuellement rappelées par Perrine dans la deuxième partie. Donc une demi-heure d'intervention et une demi-heure de questions que vous pouvez poser à travers le chat. Et puis on les récapitulera dans la deuxième demi-heure. Alors donc c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Et puis de manière plus global, merci pour cette invitation. Alors, je vais effectivement vous proposer un premier topo pendant cette première demi-heure. L'idée, c'est comme ça vient d'être rappelé, en fait, de présenter les grandes informations dont on dispose autour de cette crise dite, alors je vais reprendre le terme validé par l'Académie française, me semble-t-il, de la Covid-19, qui est une crise que j'essaye ici de vous présenter sous un autre angle. On connaît et on n'a pas fini de connaître, puisqu'on n'en sait finalement pas encore grand-chose, l'aspect infectiologique, viral. Voilà, c'est un virus, et un virus, il a un effet sur l'organisme, mais cette crise, elle a aussi une dimension psychologique. On a parlé en amont de cette présentation, on a parlé de stress, on a parlé d'émotions, on parlera ici plus spécifiquement en fait de santé mentale, et puis j'espère réussir à aussi m'adapter à vous toutes et à vous tous en discutant aussi du milieu professionnel en lien avec cette problématique du coronavirus. Donc, on va parler de la crise sanitaire, on va en aborder la dimension ou les dimensions mentales, on évoquera la notion de deuxième vague, je vous parlerai des grands éléments concernant l'impact psychologique et psychiatrique, qui sont des choses qui sont méconnues et très peu ou encore trop peu en tout cas mises en avant, et puis tenter de parler de quelques stratégies d'accompagnement. Alors cette crise du coronavirus, cette crise de la Covid-19, vous en avez entendu parler de manière très aiguë, on en entend encore beaucoup parler, hein. Elle continue aujourd'hui au 4 juin 2020 de régir un grand nombre de nos activités, mais on en a beaucoup entendu parler pendant la période du confinement, et avec notamment une espèce de rituel qui consistait à, d'une part, annoncer le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, et un rituel qui consistait aussi à applaudir, à soutenir par une forme
assez symbolique, les soignants, et au-delà des soignants d'ailleurs, toutes les professions qui étaient en première ligne pour permettre de guérir, mais pour permettre aussi de continuer à vivre, hein, les fameux applaudissements à 20 heures. Alors concrètement, cette crise, vous en connaissez aujourd'hui les, 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 les conséquences dans les grandes lignes, hein. Sur la planète, ce sont plus de 6 350 000 cas, c'est un peu plus de 380 000 décès. Au niveau français, actuellement, on relève, alors par les données de Santé publique France, mise à jour au 3 juin, 152 000 cas, 102 000 hospitalisations et on approche des 30 000 décès. C'est donc une Arnaud, crise sanitaire excusez-moi, d'ordre virologique qui, oui, je vous coupe parce qu'on voit qu'un écran blanc. Est-ce que c'est normal? a priori, non, ce n'est pas normal, Voilà, puisque je là, me il y a permets de normalement vous tout un couper. PowerPoint qui Qui défile. défile, ok. Ben, donc moi, je visualise une page blanche. Donc peut-être arrêter le partage et recommencer Ouais, une fois. je fais ça de suite. Hop, Ah bah voilà, là c'est bon, je le vois. Vous êtes en double écran? pas du tout. Ah, pas du tout, parce que donc là, je vois votre PowerPoint, mais pas en mode présentation, en mode construction. Et là, est-ce que vous le voyez à nouveau en mode présentation pour le coup? Non. Ok, alors, hop, je vais faire autrement. Est-ce que là, vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. Ok, bien. Alors, donc voilà, je reprends ce que je vous disais, c'est qu'on a aujourd'hui ces données qui nous aident à prendre conscience de ce qu'est cette crise et du poids qu'elle représente pour la société en termes de nombre de malades, en termes de malades qui ont besoin de prise en charge lourde, hein, sévère. Et puis également en termes de mortalité, voilà, tout ça donc sont des chiffres qui ont 6 mois. Maintenant, le point sur lequel je vais ici passer un peu plus de temps, c'est au-delà de cette question de la conséquence infectiologique, c'est quel peut être le poids de cette crise de la Covid-19 sur d'autres dimensions, que sont les dimensions économiques, mais surtout, ce sera mon propos, au niveau psychologique et mental, avec une idée importante que reprennent aussi aujourd'hui un certain nombre d'experts en santé publique, c'est que ces trois dimensions sont alliées. Et à lier et à mettre au même niveau. Bien sûr que quand il y a une urgence vitale et qu'on a besoin de les réanimations, c'est à ça qu'il faut penser en premier. Mais il ne faut pas occulter que cette crise, elle impacte aussi le bien-être, le moral, et elle impacte aussi notre économie, et que si le moral s'effondre, si l'économie s'effondre, le système de santé qui permet d'être en première ligne face à la problématique purement infectiologique de cette crise, eh bien, sera vraiment mise à mal. Donc, on a besoin d'avoir cette vue sur les trois niveaux. Alors, si on résume un petit peu les choses, et là, je vais rentrer dans la vision très psychologique et psychopathologique des choses. On va parler de santé mentale, donc. C'est quoi le problème avec ce fameux coronavirus, SARS-CoV-2, la crise de la Covid-19? Eh bien, c'est que c'est un virus qui est nouveau, la famille des coronavirus est connue, mais celui-là, il est très récent. Non seulement il est récent, mais surtout il reste relativement inconnu, même si l'effort des scientifiques est tel qu'on progresse très vite, hein, pour essayer de comprendre comment il réagit, quelles sont ses cibles, quelles sont les grandes mécaniques qui président au fonctionnement de ce virus. Mais ça reste relativement inconnu. Si c'était connu, bien sûr, la suite serait plus simple, à savoir
la question des traitements curatifs. À l'heure actuelle, et en dépit peut-être de cet emballement médiatique qu'on a pu connaître et que l'on connaît encore, malheureusement, je dis malheureusement non pas en un jugement de valeur personnelle, mais aussi pour les aspects de santé mentale dont on parle ici, il n'y a pas de traitement qui existe, il n'y a pas de traitement qui a atteint un niveau d'efficacité suffisant. Je vous rappelle qu'on est supposé fonctionner sur des niveaux de preuves dans nos systèmes de santé modernes et dans nos perspectives scientifiques. Alors quand on entend que en fait il y a plein de traitements, mais qu'on ne sait pas lequel fonctionne, ou que finalement il y en a un qui fonctionnerait, mais que c'est finalement réservé à une ville ou à une région, et que ça fait ce genre de clivage après entre des bassins de vie au niveau national ou entre différents pays, eh bien on rentre dans des débats qui sont tout à fait néfastes. Et bon, j'irai pas plus loin sur cette question, même après, si vous voulez, on la reprendra dans un deuxième temps, mais c'est vrai qu'il faut comprendre qu'on est vite mis dans une forme de confusion par ce mélange qui existe aujourd'hui entre le temps de la science, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait le même que le temps de la santé, et ce temps de l'immédiat que l'on connaît aujourd'hui dans notre société, et qui est très entretenu aussi par le comportement des médias. Alors, il n'y a pas de traitement qui marche, hein, donc on n'est pas en curatif, on est d'ailleurs plutôt dans du palliatif, hein, d'ailleurs d'où les placements en réanimation. Et puis, il n'y a pas de prophylaxie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement au sens médical, au sens pharmacologique, on n'a pas de vaccin qui existe. Il y a des pistes, mais pour l'instant, c'est indisponible. Et puis, comme cela doit aussi répondre à un certain nombre de règles et de consignes de sécurité, eh bien, évidemment, ça ne peut pas être mis en place, mis en routine du jour au lendemain. Alors tout ça, ça fait un discours que vous pourriez qualifier aisément de très médical, très pharmacobio ou je ne sais quoi, mais en fait, on est dans un discours qui est sur la santé mentale, parce que tous ces éléments-là, en fait, ont une espèce de dénominateur commun qui est l'incertitude. Et l'incertitude, c'est une espèce de carburant, c'est un puissant moteur pour le stress, parce que ça nous met dans des situations où il faut essayer de s'adapter. Il faut s'adapter, mais avec un grand nombre d'inconnus. L'incertitude va rajouter, face à l'inconnu objectif de la situation, l'incertitude que l'on cultive va rajouter un certain niveau d'inconfort. Et cet inconfort, c'est pas quelque chose d'un peu anecdotique, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, et c'est générateur d'une détresse qui va complètement impacter le fonctionnement de l'individu, et de manière globale, tant dans sa dimension mentale que physique, que somatique. Alors, comme on n'a pas d'aspects médicaux, biopharmacaux qui sont bien clairs avec cette crise du coronavirus, vous l'avez constaté comme moi, et on est encore dedans, on met en place des mesures d'ordre comportemental, des mesures d'ordre social, donc les gestes barrières, le changement de nos modes de vie, et puis ce qui a été un peu le summum de tout cela, l'échelon maximal de la mesure d'accompagnement au niveau comportemental et social, qui est le confinement. Eh bien, de la même manière que le virus et tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on n'a pas pour lutter contre ce virus, ça constitue des éléments négatifs et ces sources de perturbation pour la santé mentale, mais aussi physique des individus. Eh bien, il faut savoir que ces mesures comportementales, ces mesures sociales, elles sont aussi néfastes pour l'individu. Elles protègent d'un virus, elles limitent sa circulation, elles espèrent participer à la maîtrise, à l'extinction peut-être du virus, mais par ailleurs, elles font des choses extrêmement négatives sur les individus, puisque notamment les mesures de distanciation, alors qui sont des mesures de distanciation physique, interindividuelle, qu'on a peut-être maladroitement appelées des mesures de distanciation sociale, elles sont quelque part, pour faire très simple et dans les grandes lignes, elles sont finalement contre nature. Elles sont même aussi un peu contre culture. Donc c'est quelque chose qui est générateur de souffrance et de détresse. Elle crée aussi des nouveaux environnements. C'est pour ça que je vous ai mis entre parenthèses
et leurs conséquences, parce que, par exemple, ne plus voir ses collègues avec qui on a l'habitude d'avoir des liens tout à fait chaleureux et sympathiques, et puis même quand ils sont un peu plus neutres, on va dire, ils constituent notre quotidien, d'un coup on a une espèce de grande décélération, il y a un coup du lapin, ça s'arrête net, on n'est plus dans le même rythme, c'est brutal, c'est violent, le niveau de préparation est relativement faible, et ça crée de la détresse, ça crée de l'incertitude, et c'est un pronostic, ça va alimenter des pronostics relativement négatifs pour la santé des individus. Mais le nouvel environnement qui est proposé, même s'il protège, et même si avec beaucoup de bonne volonté, on essaye de le voir positivement, soyez confinés, c'est le moment de penser à vous, c'est le moment d'avoir le temps de faire de la méditation, c'est le moment de passer du temps avec les personnes qui rythment vos vies dans votre foyer, conjoints, conjointes, enfants, parents. Oui, ok, mais ça peut être aussi une charge puisque le reste de la vie ne s'arrête pas. Et même lorsqu'il y a, par exemple, des personnes qui connaissent des espèces de temps de pause par chômage partiel et qui vont donc être moins peut-être dans une exigence professionnelle, de toute façon, il y a un moment, un changement d'environnement qui peut rapidement prendre une tournure de charge, de surcharge. Et ça, c'est pour les cas les plus, je dirais, classiques et simples, mais vous avez aussi, comme vous l'avez probablement observé à travers le discours public pendant le confinement, notamment dès le début du confinement, il y a eu tout le risque pour les maltraitances familiales et à destination des enfants. Donc, le virus, sa non-maîtrise médicale et tout ce qu'on a proposé au niveau comportemental et social, tout cela est source de perturbations, des sources de perturbations telles que, par exemple, nos collègues psychologues et psychiatres et professionnels de santé publique en Asie ont pu rattacher des issues dramatiques à ce contexte-là, qui étaient notamment de l'ordre des troubles dépressifs et aussi des problématiques suicidaires. Alors, pour vous parler de l'impact psychologique et mental, ma casquette scientifique m'invite à prendre les précautions nécessaires et bien vous rappeler qu'on a des données, et c'est ce que je vous relate ici. Je pourrais même, en marge, à l'issue de cette rencontre, vous donner des références complémentaires si vous le souhaitez. Mais on a des données, par contre, ces données, elles existent, c'est bien, on se base dessus, on essaye d'avoir un mécanisme fondé sur la preuve, mais n'oublions pas qu'elles sont souvent basées sur d'autres épidémies, les autres coronavirus, le SARS, le MERS pour le Moyen-Orient, les différentes grippes, notamment les grippes virulentes, il y a eu des grippes équines, il y a eu des grippes aviaires, certaines grippes ont déjà amené en dehors de notre pays à des quarantaines, à des confinements. Quand on a des données sur ces autres événements, il ne faut pas non plus oublier que, voilà, est-ce que c'est exactement la même chose que la crise actuelle? Pas forcément. D'ailleurs, on le voit, on a des aspects tout à fait inédits aujourd'hui. Mais il faut aussi prendre en considération des variations socioculturelles, que ce soit pour les autres crises ou pour les premiers retours qu'on a sur cette crise-là, notamment les sociétés asiatiques, tant dans leur structuration sociale, dans la structuration des systèmes de santé, peuvent connaître quelques différences, ou nous, on connaît quelques différences par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de déployer ou de promouvoir. Donc, il faut aussi avoir cette grille de lecture du décalage socioculturel. Et puis, il y a aussi un certain nombre de données que l'on a qui sont des données simulées, c'est-à-dire qu'on est aussi sur de la simulation mathématique, par exemple, en lien avec des futures problématiques d'épidémiologie en santé mentale, qui ont une part d'observation, mais qui sont de la projection. Donc, bien entendu, il y a, comme toute production de ce type, une certaine prudence qu'il faut adopter, puisqu'il peut y avoir des marges d'erreur. Maintenant, la précision que je souhaite tout de suite faire à propos de la prudence et de la marge d'erreur, c'est qu'il est assez probable que par rapport à tout ce que l'on prédit, par rapport à tout ce que l'on projette, on soit parfois sur des fourchettes un peu basses. C'est-à-dire qu'on a probablement encore à l'heure actuelle du mal à correctement estimer tous ces, je vais l'appeler comme ça, dommages collatéraux qui peuvent exister au niveau psychologique, au niveau mental, en lien avec cette crise du coronavirus. Alors, quand je vous dis qu'il y a des dimensions mentales, je vais aller assez vite, mais c'est juste pour vous montrer que le panel, il est assez large. Cela concerne les facteurs aggravants
en psychiatrie, c'est-à-dire que cette situation du virus et des mesures sociales et comportementales qui vont jusqu'au confinement, elles sont aggravantes pour certains troubles, comme par exemple les troubles dépressifs, les troubles schizophréniques. On a aussi pas mal parlé de certains troubles des apprentissages chez des enfants et aussi chez des adultes, des troubles neurodéveloppementaux. Donc tout ça vient faire flamber des problématiques qui sont déjà parfois difficiles à accompagner. Donc on est dans quelque chose qui peut accélérer des crises, rendre plus intenses des crises et aussi favoriser des rechutes, lorsqu'il y a des personnes qui ont pu atteindre des niveaux de stabilisation. Donc ça peut être un véritable séisme. Autre élément, c'est un facteur d'accélération en comorbidité. Traduit autrement, vous avez des personnes, ça peut être vous, ça peut être moi, chacun dans nos situations de santé, qui avons des états de santé plus ou moins vulnérables. On peut être cardiaque, on peut être asthmatique, on peut être immunodéprimé pour X ou Y raison. Donc vous voyez, là je vous parle de pathologies qui ne sont pas des pathologies dites mentales, dites psychopathologiques ou psychiatriques. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que la problématique du virus, mais aussi de ce qui a été mis en place pour essayer de le contenir, de le freiner, donc toutes ces mesures à nouveau sociales et comportementales, elles peuvent venir fragiliser des personnes sur la dimension mentale, alors qu'elles avaient déjà une fragilité par ailleurs. Et par exemple, on constate aujourd'hui des personnes avec des affections chroniques qui sont mises en difficulté parce qu'elles sont par exemple plus mises à l'écart, alors notamment par prévention, mais cela vient renforcer le repli, le sentiment d'isolement, parfois même, pour employer un terme plus fort et que l'on utilise dans notre littérature, de l'ostracisation, qui est une douleur morale, une douleur sociale d'une très très forte intensité. Et ça, c'est un levier, au sens négatif, c'est un levier tout à fait négatif vers les pathologies anxio-dépressives notamment. Chez monsieur et madame tout le monde, dans une population qu'on appelle générale, en dehors des populations qui ont déjà des risques, qui ont déjà des problématiques, c'est connu comme étant un moyen d'initier des troubles mentaux et notamment des troubles anxieux, dépressifs. Pas seulement, mais c'est ceux qui sont les plus souvent mis en avant. Et il est intéressant aussi de voir aujourd'hui ce que l'épidémiologie, on va dire, assez moderne en santé mentale permet d'en connaître, puisque aujourd'hui on arrive à assez bien chiffrer, et ce sont des chiffres assez alarmants, le coût pour la société de ce type de troubles, consommation de soins, consommation de thérapies complémentaires, arrêt de travail, manque de productivité, et puis dommages exercés aussi sur son entourage qui peut aussi se mettre à souffrir de problématiques anxio-dépressives à partir de celles qui sont présentées par les individus qui sont dans une problématique de cet ordre-là. Et puis alors, chez les plus résilients, résistants d'entre nous, ça peut totalement altérer le bien-être et la qualité de vie, voire même la cohésion sociale. Et il suffit de passer parfois quelques temps, pas très long, mais quelques instants suffisent sur certains médias, que ce soit des chaînes d'information, que ce soit les réseaux sociaux, pour se rendre compte que cette crise, avec tout le niveau d'incertitude et toute la complexité que tout cela entraîne, peut facilement impacter monsieur, madame, tout le monde, et conduire en fait parfois à des décisions qui sont pas toujours rationnelles, parce que sous le coup de l'émotion, et qui, de ce fait, ont aussi souvent un impact plutôt négatif sur l'adaptation, l'ajustement des individus. Et donc, si je vous évoque tous ces éléments-là, c'est pour aussi mettre en avant qu'il y a un large spectre de prévention, et puisqu'on parle souvent de prévention dans le domaine de la santé, ici, on est autant sur une prévention d'ordre primaire, secondaire que tertiaire. Alors, on parle d'une deuxième vague. C'est débattu. Certains pays voient des cas d'hospitalisation, voient des décès partir à la hausse, mais pas tous les pays. Il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Malgré tout, on garde un principe de vigilance sur quelque chose qui se situerait à sortie de l'été, début de l'automne. Mais ce n'est pas de cette deuxième vague dont je vais vous parler, c'est cette autre deuxième vague.
on a tous entendu parler de la nécessité d'aplatir, de réduire la courbe, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui ont besoin d'être prises en charge ne le soient pas tout en même temps. Il va forcément y avoir des malades, il va forcément y avoir des contaminations, il va forcément y avoir des complications et des décès. À nouveau, en l'absence de traitement efficace et en l'absence de traitement type vaccin. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que le système de soins puisse absorber tout ça. Vous connaissez très bien cette histoire, on l'a bien intégré durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Eh bien, la deuxième vague, c'est probablement celle d'ordre mental, et il va falloir réussir à aplatir cette courbe de problématiques en santé mentale, parce que les services médico-sociaux, les services de santé au travail, les services tant publics qu'hospitaliers, tant psychiatriques que psychologiques, ne pourront probablement pas faire face à la totalité de la demande. Et pour cela, il existe un certain nombre d'outils qui sont les outils dits de prévention primaire. Sachant aussi que ce que présente la littérature sur les grandes épidémies précédentes, qui ont d'ailleurs conduit à des confinements, à des quarantaines, c'est que quand on sort de la phase aiguë, voilà, comme on l'est actuellement, eh bien, on voit des personnes qui ont été fragilisées, mais en fait, ce n'est qu'un petit aperçu, car de manière assez systématique, on voit les problématiques émerger 4 à 6 mois plus tard. Donc, par exemple, dans vos agents, dans vos salariés, dans vos collaborateurs et peut-être dans vos proches, peut-être vous-même, il peut y avoir une espèce de processus un peu long, de retour de boomerang qui s'exprime à 4 à 6 mois. Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment essayer de freiner ça. Je passe rapidement là-dessus, mais c'est aussi pour souligner que cette histoire du coronavirus, c'est pas qu'une histoire, même si elle est principalement respiratoire, ORL, c'est une problématique qu'on qualifie aujourd'hui d'immunitaire et de circulatoire. Et les personnes qui, par exemple, souffrent de pathologies ORL respiratoires, cardio-respiratoires, sont plus à risque. Les personnes qui sont immunodéprimées sont plus à risque, notamment puisque vous avez entendu évoquer cela, le virus crée une tempête immunitaire auxquelles certaines personnes ont moins de ressources pour lutter. On ne sait malheureusement encore à l'heure actuelle que trop peu que un certain nombre de problématiques dites neuropsychiatriques, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques, et encore un peu d'autres, mais là notamment avec une revue de littérature très précisément là-dessus, ont des problématiques immunitaires et en particulier respiratoires. Vous prenez un échantillon de personnes qui n'a aucun de ces troubles versus des échantillons de personnes qui ont ces troubles. Eh bien, les personnes qui ont ces troubles d'anxiété, de dépression, de troubles schizophréniques et de troubles bipolaires, ce qui peut tout à fait être le cas d'un grand nombre, quand vous regardez les prévalences, d'un grand nombre de vos entourages, de vos agents, de vos collaborateurs, eh bien, peuvent être beaucoup plus à risque de complications, par exemple, pulmonaires. Donc, c'est un point qu'il faut aussi avoir à l'esprit pour essayer, si nécessaire, de mettre en place des dispositifs qui protègent ces salariés-là, ces personnes-là. L'impact, donc on l'a dit, il est complexe, il est multidimensionnel, et il y a aussi un impact que l'on commence aujourd'hui à pointer, c'est les effets indésirables qui sont liés à des traitements, par exemple les corticoïdes, ou par exemple les très fameux traitements dont on parle, parce qu'il y a une implication française forte, la chloroquine, hydroxychloroquine, qui est notamment à ces doses-là, et dans le cas de figure, on est face à des organismes un peu fragilisés qui vont provoquer un certain nombre d'effets indésirables d'ordre psychiatrique, c'est-à-dire des décompensations qui peuvent être assez sévères. Enfin, il faut avoir à l'idée que le stress, l'incertitude et également le confinement a favorisé les conduites à risque, notamment en termes de comportement addictif avec ou sans substance. L'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, a vu les chiffres d'affaires des sociétés qui proposent du poker en ligne et des jeux d'argent en ligne augmenter.
Là, on voit de la même manière que cela peut exister lorsqu'on est dans des privations de liberté, de circulation, on voit des augmentations de consommation de substances. Donc tout ça, c'est des facteurs extrêmement négatifs pour la santé, pour les aspects socio-économiques des individus. Et puis, il y a aussi ces grosses alertes qui sont données par des collègues pour faire large anglo-saxon, notamment alors les États-Unis et l'Australie sont très très en pointe là-dessus, en ciblant dans les mois et années à venir des augmentations des tentatives de suicide, notamment parce que il y aura des niveaux de détresse probablement non pris en charge à temps qui vont donner lieu à des complications, à des décompensations. Alors, ce qu'il faut comprendre, et je le redis ici, mais j'imagine qu'avec tout ce que j'ai dit, vous l'avez bien saisi, c'est qu'on est dans une problématique sanitaire qui est alliée à une problématique psychologique. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que alors, en tant que psychologue, en tant que neuropsychologue, on est particulièrement intéressé aussi pour ce que cette période nous amène à étudier, parce que notre organisme a un réseau qui nous permet de ressentir la douleur, de ressentir la peine, de ressentir en fait tout ce qui nous fait mal au niveau physique, quand on souffre, quand on est malade physiquement, somatiquement. Aujourd'hui, on sait que c'est le même réseau qui est impacté dans le domaine moral. Et donc au final, autant le virus que tout ce qu'on a dit qui pouvait exister autour pour essayer de le contenir, que la conjonction des deux qu'un grand nombre d'individus a pu connaître, souffrir parce qu'on est malade, parce qu'on est dans cette tempête immunitaire, par exemple, parce qu'on est dans ces syndromes qui sont parfois lourds, difficiles et très handicapants, mais aussi tout ce qu'on ne vit plus normalement. Bien tout ça fait une surcharge de douleur, une surcharge de souffrance. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ça renvoie aux mêmes structures, aux mêmes réseaux, notamment de neurones. Et c'est en ça qu'il faut être dans la parfaite intégration, me semble-t-il, de la dimension psychologique de cette crise. Alors, quelle stratégie en collectivité, entreprise ? Eh bien, quelques éléments qui sont, alors ce n'est pas que moi qui le dis, mais c'est vraiment une position que j'ai malgré tout envie de défendre ici, des éléments qui participent à la prévention des risques psychosociaux, présenter en amont les plans de reprise et les plans de retour, présenter aussi, pardon, une petite coquille, présenter aussi les éléments sur les équipements de protection individuelle. Tous ces éléments-là, en fait, c'est évident, hein, me direz-vous probablement, mais il peut être aussi bon de le rappeler. Ces éléments, ils permettent aux individus d'augmenter leur niveau de contrôle sur la situation. Vous êtes un agent, vous allez devoir retravailler, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous savez par contre que le mode il reste relativement dégradé, vous n'allez pas sur site tous les jours, tous vos collègues ne sont pas revenus, vous savez que le virus circule encore, vous vous dites, bon, bah, si je l'attrape chez moi avec mes enfants, mes parents, si je l'attrape en faisant mes courses, finalement, c'est moi. C'est une part de responsabilité que j'essaye d'endosser, que j'essaye aussi de contrôler. Là, je dois aller travailler et j'ai pas la main sur tout ce que propose mon entreprise pour essayer de me protéger moi en tant qu'individu. Eh bien, vous rassurez énormément et cette réassurance, c'est pas du petit bien-être qu'on saupoudre, c'est un vrai levier de changement de la situation. À nouveau pour ce gain en termes de contrôle, en termes de limitation de cette fameuse incertitude dont on parlait tout à l'heure. Favoriser la communication sur les états de santé, vous pourriez trouver ça maladroit, mais en fait c'est très lié, l'état de santé économique et l'état de santé sanitaire. Comment se porte l'entreprise? Quel niveau d'incertitude existe-t-il? Il peut y avoir des informations négatives, mais il est plus intéressant de connaître les zones de turbulence qu'on vient de traverser, de connaître leur ampleur, et puis connaître aussi celles qui sont peut-être à venir, que de rester dans un flou qui, de toute façon, s'il est au mieux soulageant à court terme, sera très très impactant à moyen et long terme. Et puis connaître aussi l'état sanitaire. Comment
comment vont les personnes qui constituent mon environnement professionnel? Comment vont mes pairs? Comment vont mes collègues? Lutter contre les stigmatisations, et ça c'est une recommandation très très forte de l'OMS, c'est aussi probablement ce qui est soulevé par quelques auteurs, notamment germaniques, des auteurs qui parlent d'une forme de stigmatisation délétère. Ils évoquent même une forme de xénophobie. On a peur de l'autre, on a peur de celui qui est Covid ou qui a été Covid, ou alors on le moque, ou alors on lui attribue des bénéfices totalement illusoires. Donc pour ça, il faut aussi parfois rappeler quelques règles de bonne conduite, favoriser une communication bienveillante. Et puis partager les expériences au niveau individuel. Je reprends mes fonctions. Mon N+1 ou N++, qui m'accueille devrait pouvoir me permettre de faire un retour sur, voilà, ça va, as-tu été malade, des proches ont-ils été malades, comment as-tu vécu ton confinement, comment vis-tu ton retour. Et l'idée derrière, c'est pas d'apporter de solutions particulières, mais c'est tout simplement de permettre un partage affectif, un partage social. Ce partage affectif et social, il diminue le stress. Et vous imaginez bien que si on peut lever des parts de stress dans la situation actuelle et dans les mois à venir, ce n'est que bénéfique. Et puis aussi au niveau collectif, et pourquoi pas organiser des rencontres, des temps de parole, des meetings autour de ce retour d'expérience pour parfois aussi avoir l'opportunité de faire ressortir des éléments tout à fait positifs qui peuvent exister avec ce nouveau mode de vie. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite, mais moi, par exemple, sur une partie de mes missions d'encadrement, sur une partie de mes missions d'enseignement et de recherche, j'ai été profondément impacté, mais j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des choses de manière un peu différente, et pourquoi pas avec un certain bénéfice qui m'amènerait même à maintenir certains éléments, pas tout heureusement, mais certains éléments de fonctionnement dans l'après-crise quand on y sera. Rappelez les accompagnements médico-psychologiques qui peuvent être proposés si vous bénéficiez d'infirmiers, de médecins, de psychologues dans vos structures ou à proximité de votre structure ou de vos groupes. Il faut vraiment favoriser l'accès à ces ressources-là. À mon sens, il faut aussi identifier les problématiques de santé mentale au même titre que les autres altérations. Probablement que pour les personnes qui sont en situation d'encadrement, vous avez été très vigilant aux personnes qui ont des situations de problématiques immunitaires, etc. Mais voilà, à mon avis, intégrer aussi les problématiques de santé mentale pour leur fragilité immunitaire qui est méconnue, mais aussi pour les risques d'accélération, de rechute qui peuvent exister. Et puis aussi recourir à des outils efficaces de mesure des sphères anxio-dépressives. Très concrètement, je vous invite à notamment utiliser un outil qui s'appelle le GHQ, le Global Health Questionnaire, que je peux vous mettre à disposition, qui est un outil qui permet de relever les premiers indicateurs de dysfonctionnement au niveau moral, au niveau mental, mais aussi au niveau somatique, et qui est tout à fait adressé en fait à la population générale. C'est pour ça qu'on s'en sert notamment dans des grandes enquêtes épidémiologiques. Voilà, je termine là mon propos en ayant été un petit peu plus long que prévu. Je vous remercie grandement de votre attention. Je voudrais remercier les collègues qui sont en support de cette rencontre-là. Morgane Métral, ma collègue de laboratoire à l'Université Savoie-Mont-Blanc, Amandine Lukiens, psychiatre et addictologue à l'INSERM, CHU de Nîmes, Yannick Morvan, psychologue et enseignant-chercheur à Nanterre et à l'INSERM, et puis bien entendu Cécile pour avoir aussi su faire les mises en place de relais. Et pour aller plus loin, eh bien, vous pouvez consulter une chronique que nous avons assurée dans le cadre des propos de chercheurs avec Morgane pour la fondation USMB. Et puis, pour reprendre peut-être un certain nombre d'éléments et aller plus loin, à tête reposée sur tout ce que je vous ai dit, sur les conséquences en termes de santé mentale de cette crise, il y a un article dans The Conversation qui est paru très récemment. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup pour cet éclairage affûté. Bon, on a besoin quand même, après cette présentation, on a des clés, mais on a besoin aussi de retrouver de l'optimisme. Alors, j'ai vu là
tout à l'heure un article du Monde, une brève du Monde, comme quoi une partie, ils sont en train de voir qu'une partie de la population française aurait développé des immunités croisées. Donc le pire n'est pas certain. En tout cas, on a l'impression que au moins sur les semaines à venir, ça a l'air de s'éclairer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, super présentation, Cécile. Eh ben, Cécile, est-ce que tu veux peut-être faire un commentaire en prenant la parole? Merci Jean-Marc, non pas un commentaire, mais effectivement remercier Arnaud pour la présentation qu'il vient de nous faire, que j'ai trouvé très pédagogique alors qu'on est sur des sujets qui sont quand même assez complexes à aborder. Moi j'ai une question que j'ai envie de poser à Arnaud, si tu me permets de le faire. J'aimerais savoir comment finalement dans un collectif et dans une entreprise et dans un collectif, on serait, le dirigeant ou les managers seraient en capacité finalement d'identifier au travers des personnes qui arrivent celles qui pourraient être finalement plus fragiles que les autres. Parce qu'on peut parler, mais on peut présenter, mais est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il y a quelques éléments qui nous permettraient de déterminer une fragilité chez certaines personnes? Alors, il y a différents. Je pense qu'il y a plein de manières d'aborder une réponse à cette question qui est très importante et qui est aussi assez pragmatique. Me semble-t-il, premier point, je pense qu'il faut être dans la proposition. Il faut être dans la proposition, il faut en fait favoriser un dévoilement de soi. C'est quelque chose qui est peut-être parfois très bien intégré dans des structures. C'est parfois aussi quelque chose qui n'est pas monnaie courante. Donc, un peu une logique de porte ouverte et de permettre aux personnes de venir s'exprimer, de venir partager quelque chose, vraiment sur une base de volontariat et vraiment voilà, favoriser ce dévoilement de soi pour en tant que collègue, en tant que manager, puisque c'est aussi le cas qui ici était cité, permettre une expression qui n'est peut-être pas tout à fait la même que celle qu'on pourrait avoir avec un professionnel de santé ou plus particulièrement de santé au travail. Deuxièmement, il y a effectivement des signes aussi qu'il faut savoir repérer. Je pense qu'on va être dans un jeu d'équilibriste qui consiste à identifier que les personnes sont dans les respects des distanciations. Les respects des distanciations, on les a bien connus, on est resté chez nous, on n'est pas allé travailler, enfin, pour les cas les plus typiques. Mais on va retourner travailler, mais on va retourner travailler avec des fortes distanciations, avec parfois des plannings tournants, tout le monde ne sera pas en même temps sur le site. Donc on va avoir tout un aspect de communication informelle, tout un aspect de partage social, de partage affectif, qui passait sur un mode implicite, qui passait sur un mode peut-être qu'on pourrait qualifier aussi d'officieux, de non conventionnel. Et derrière tout ça, je mets les pauses café, je mets se croiser dans un couloir, je mets le fait de faire un bout de trajet ensemble, les repas, bien entendu. Tous ces éléments-là, on ne va plus les avoir pendant quelques temps. Et notamment, le rôle des managers, le rôle des personnes en situation d'encadrement va être de faire respecter cela. Donc, il va falloir assumer, affirmer, contrôler la distance. Et en même temps, quand un individu se met à distance, c'est un premier signe de mal-être. Donc, c'est en ça que je vous dis que c'est un peu un jeu d'équilibriste parce qu'il faut repérer ma mise à distance volontaire ou très obéissante en lien avec la situation sanitaire et la mise à distance qu'en fait, quelque part, moi-même, que je produis, mais peut-être que moi-même, je subis. Alors, à nouveau, je pense que par les temps d'échange, par exemple, si vous avez des réunions d'équipe,
eh bien, essayer de, entre guillemets, sacraliser un temps, même rapide, façon tour de table, pour au moins laisser l'opportunité aux personnes qui ont quelque chose à dire de le dire. Ça va pas, ça va mieux, ça va moins bien, ça pourrait aller mieux. Pour celles et ceux qui n'auront pas saisi la perche à cette occasion-là, leur permettre en fait de le faire un peu plus tard, en sachant qu'en fait, ben voilà, il y a à nouveau une logique de porte ouverte. Et puis quand on n'a pas forcément cette culture ou cette opportunité ou cette habitude-là dans son milieu professionnel, eh bien l'instaurer. Voilà, c'est un point qui moi me paraît tout à fait essentiel et qui fait peut-être partie de ces nouvelles pratiques du retour à l'activité post-Covid, en tout cas post-phase aiguë du Covid. Et pour celles et ceux qui en ont l'opportunité, ne pas hésiter à mobiliser des ressources dans vos services prévention, au sein de vos structures RH, si vous avez pourquoi pas, ce serait l'idéal, des psychologues ou des agents qui s'intéressent aux aspects de RPS et de QVT. Je crois que là, on va rentrer dans un glissement à nouveau. On n'est plus forcément dans l'universel, du global, du primaire. On va aller vers du secondaire et du tertiaire. On va aller en fait sur de l'accompagnement de situations qui commencent à être problématiques ou qui sont déjà rentrées dans le problématique. Et pour cela, à mon avis, il faut être entre guillemets armé avec des professionnels qui auront des ressources pour le faire. Voilà, être vigilant et accompagné. Est-ce qu'il y a une autre question ou une réaction? Bon, c'était parfaitement clair. J'ai encore une question, si je peux me permettre, puis ce Vas-y, sera la dernière. C'est concernant l'outil qui a été évoqué, dont j'ai oublié le nom. Le GHQ. Voilà. À quoi sert-il exactement et qu'est-ce qu'il propose? Alors, l'outil dont je vous ai parlé, en fait, il a... alors, de quoi s'agit-il? C'est un petit questionnaire. GHQ, Global Health Questionnaire, questionnaire santé globale, santé générale. C'est un petit questionnaire. C'est un questionnaire qui est en auto-report, c'est-à-dire que c'est un questionnaire que je remplis moi-même. C'est pas un outil qui est utilisé dans un entretien avec un psychologue ou d'autres soignants. Ce qui du coup est assez intéressant, me semble-t-il, parce que ça peut limiter un caractère parfois un peu intrusif. Alors on n'a pas forcément une volonté d'être intrusif quand on discute avec quelqu'un de son état de santé mentale, mais ça peut être ressenti comme tel. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite aussi, mais on est dans un domaine où la santé mentale, un domaine qui est assez peu connu et assez fortement stigmatisé. Et donc, on n'a pas forcément les bons réflexes et les bonnes manières de fonctionner par rapport à toutes ces problématiques-là. Voilà, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que là, si on a un outil assez simple en auto-questionnaire, on lève déjà, à mon avis, quelques freins à l'expression et au dévoilement de soi. Alors, c'est un outil qui est très, très utilisé en santé au travail. Il est très utilisé en santé, en épidémiologie, mais avec une composante un peu plus poussée, je dirais, pour cet outil-là en tout cas, en santé au travail. Il permet, donc en population générale, chez monsieur, madame, tout le monde, d'évaluer différents domaines, et parmi ces domaines, des domaines assez centraux. Alors il y a quatre grands pôles. Il y a un pôle qui est un pôle, on va dire, activation, anxiété, et par exemple les conséquences de tout ça. Je suis très activé, je suis très anxieux, je suis très agité, donc je suis aussi par exemple dans l'insomnie. Donc voilà, tout ce pôle de difficultés, de symptômes. Un pôle orienté sur des aspects d'humeur, de dépression, la tristesse, le plaisir que l'on prend aux activités. Et puis deux autres pôles un petit peu différents, mais
mais très utile. Un qui porte sur la somatisation, comment je me sens, et il y a des conséquences. Il y a des conséquences mentales, psychologiques, psychiatriques, psychopathologiques. On peut employer un peu tous ces termes-là ici sans trop de soucis, de manière quasi synonyme. Mais vous voyez que la problématique somatique, la problématique du corps a souvent une conséquence au niveau mental, au niveau moral, au niveau psychologique, mais l'inverse aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller évaluer des aspects de somatisation. Et puis les aspects plus de socialisation des individus. Voilà. Alors dans une période où on sait que on a pu être assez mis en difficulté en termes de liens sociaux, en termes d'anxiété, d'inquiétude, en termes de détresse, voire de mal-être, cet outil me paraît assez adapté. Autre avantage de cet outil, si vous en avez une petite expérience, il est assez court. Et ça, c'est un intérêt. Il a même plusieurs versions, mais voilà, il y a des versions à une dizaine d'items. La version très très longue, elle fait 60 items. Il y a des versions à 20-30 items. Alors, on peut utiliser des versions plus ou moins longues, par exemple pour faire une enquête dans son service, dans son entité. On peut utiliser voilà, des versions plus ou moins longues qui vont répondre à un degré de finesse, un degré de précision un peu différent, bien que parfois les versions courtes sont tout aussi fiables que des versions plus longues. Et cet outil vous permet en fait de commencer à détecter les risques. Cet outil, comme il est aussi assez pratique, facile d'utilisation, vous pouvez presque vous en servir dans une logique que je qualifierais de veille, c'est-à-dire, par exemple, vous le proposez, imaginons, tous les mois, tous les 2 mois. C'est un outil qui peut tout à fait s'adapter à ces mesures répétées. Je le précise parce que ce n'est pas le cas de tous. Et les outils, en fait, on peut s'en servir. En gros, ils ne sont fiables que si on s'en sert une fois tous les 6 mois. C'est certaines problématiques que l'on a dans nos mesures des phénomènes mentaux, dans la psychométrie. Là, c'est un outil que vous pouvez répéter et vous pouvez voir au fil du temps comment va un peu pardon, je vais être trivial dans l'expression, mais le moral des troupes. Voilà. Sachant que comme c'est un outil qui est très cadré d'un point de vue épidémiologique, me semble-t-il, il est intéressant aussi parce que si par exemple vous proposez vous d'avoir cet outil-là pour avoir un peu l'état de santé mentale ou une espèce d'évaluation des risques psychosociaux dans votre entité, vous pouvez aussi tout à fait, je crois que même ce serait une bonne chose que ces résultats soient accessibles à celles et ceux qui le passent, qui complètent le questionnaire. Et bien ces résultats sont assez fréquemment utilisés en santé mentale, dans les perspectives diagnostiques. Donc, par exemple, un psychiatre, un psychologue, un médecin du travail, mais aussi d'autres collègues pourraient tout à fait identifier à partir du score, entre guillemets, identifier si le risque devient important et si une certaine barrière a été franchie. Et je peux tout à fait vous mettre effectivement cet outil à disposition puisque je vous en parle aussi, point important, il est à disposition chez nous au laboratoire, donc il n'y a aucun souci, il n'y a rien à payer. Voilà, c'est du moment que vous utilisez cet outil uniquement dans le cadre pour lequel il est prévu, c'est-à-dire voilà, vous n'êtes pas là pour faire autre chose qu'essayer d'évaluer les niveaux anxio-dépressifs, de somatisation, etc. des individus. Comment on peut s'y prendre? On va envoyer la présentation là, à tous les participants. Est-ce qu'on peut envoyer un lien vers l'outil ou Bien sûr. Eh ben, à ce moment-là, merci Jean-Marc pour la précision. Je rajoute par exemple un lien, un hypertexte vers l'outil, si vous voulez. Parfait. Et puis, s'il faut aller plus loin, de toute façon, on transmettra vos coordonnées. Donc, sans aucun souci. Ouais. Très bien, ben voilà, on rentre dans le concret là. D'autres questions? On arrive bientôt au bout là, du webinaire. Merci pour ces réponses étayées et cet accès aux outils. Alors, je me permets juste un petit rebond, mais sur cet aspect-là,
pour aller plus loin, si vous êtes dans un contexte dont il faudrait rediscuter, bien entendu, qui nécessite d'aller plus loin, n'hésitez pas aussi à prendre contact parce que peut-être que d'un point de vue recherche, mais aussi recherche opérationnelle, mais aussi montage de projet avec des étudiants de grade master, donc des étudiants qui arrivent à des hauts niveaux de formation, que l'on forme sur cette thématique-là, peut-être qu'on peut nouer un partenariat et partir sur une mission, notamment d'accompagnement, de prévention. C'est tant d'un point de vue, je vais dire, pédagogique que pratico-pratique que scientifique, c'est tout à fait dans nos cordes. Voilà, donc ce serait aussi pour nous une opportunité d'aller explorer des questions de terrain et de former des étudiants sur notre territoire, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit un peu aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas pour aller, pourquoi pas, au-delà de cette échelle. On a un laboratoire, une équipe pédagogique qui se tiendra à votre disposition sans problème. Absolument, sous différentes formes, et ça pourrait être également dans le cadre d'un projet Python. Je vois que Brice Cotel est parmi nous, donc ça peut être dans un projet plus large également. Hein. Oui, Cécile, pourquoi pas. Merci Jean-Marc. Je t'en prie. Cécile, c'est aussi l'objet de la fondation de créer de favoriser ces partenariats. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Non, pas nécessairement. Je crois qu'on arrive un petit peu au terme de cette réunion. Merci encore à vous tous d'avoir été présents ici au pôle, d'avoir organisé tout cela. Arnaud, de nous avoir fait cette présentation. La Fondation, elle est au service de la recherche de l'université. Donc, si effectivement, il doit y avoir des collaborations qui naissent de tout ça, et ben tant mieux. Tant mieux, même si pour l'instant, j'arrive pas encore à en visualiser vraiment la forme, mais en tout cas, on maintiendra un lien étroit avec le pôle et ses adhérents si toutefois d'autres questions peuvent se pousser. Merci beaucoup, merci infiniment Arnaud, ainsi qu'à votre équipe, hein. Et puis merci à tous. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que c'est mardi soir. Je parle sous le contrôle de Perrine et de Justine en l'occurrence, puisqu'on aura une webconférence avec Circulab mardi. Peut-être on peut en dire Justine, tu veux en dire un mot? Oui, c'est une webconférence avec deux animatrices qui sont membres du réseau Circulab, mais c'est plus large que ça, puisque c'est pour nous présenter un peu des outils en lien avec le changement des modèles économiques et réfléchir un peu à ces modèles-là pour la sortie de crise et pour l'après. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup.